Le château de Bournazel figure parmi les plus remarquables châteaux Renaissance du sud de la France. Les nouveaux propriétaires, monsieur et madame Arlin, ont depuis 2008 décidé de rendre à ce joyau de la Renaissance son lustre en restituant les volumes et décors du XVIe siècle. Les parties détruites sont reconstruites à l'identique avec des techniques traditionnelles. Ainsi, depuis plus de 10 ans, tailleurs de pierre, compagnons en maçonnerie, tapissiers ou encore menuisiers tentent de retrouver le plus fidèlement possible l'allure renaissante de ce château. Un château fait de pierres et de bois. Quand on est arrivé il y a 12 ans, quand monsieur et madame Arlin ont entrepris de restaurer ce château, effectivement, on avait 7 ailes et qu'une façade d'origine, puisqu'elle était complètement transparente, elle était aveugle, puisqu'il n'y avait pas de bâtiment derrière. Donc on s'est cantonné sur la façade ouest à restaurer déjà tous les éléments d'origine. Ça a été 2 ans de travaux, puisque c'était vraiment de la restauration. Et après, à l'intérieur, comme c'était une maison de retraite, ça avait été vraiment tout bouleversé à l'intérieur. Il y avait des ascenseurs, il y avait des cuisines. Donc c'était dans un état où on ne retrouvait plus l'élément d'origine du château. Donc on a déshabillé tout l'intérieur, retrouvé toute la lecture, retrouvé des anciens fragments d'enduit, des anciennes terre cuites. Et donc toute la restauration s'est faite à l'identique à l'intérieur. C'est-à-dire on a refait les sols en terre cuite, on a refait les enduits, les polissures de chaux, les badigeons, il s'est refait toutes les boiseries, tout l'intérieur a été restauré de cette aile. Après, pour cette façade ouest qu'on avait restaurée en premier, comme elle déversait, on a fait le bâtiment derrière. Le bâtiment, ça a donné de l'importance parce qu'on a dû faire 2 voûtes superposées, des voûtes de 30 mètres de long, l'ancienne salle de bal, 30 mètres de long sur 8 mètres de large, les 2 salles l'une au-dessus de l'autre avec ces voûtes, avec les coffrages. Donc on a fait cette partie pour contrebuter la partie ancienne. Rien que ces parties-là, ça a déjà été 8 ans de travaux pour restaurer les choses d'origine. Et puis après, effectivement, en faisant ces travaux, on avait des drains, des choses à passer, et on a trouvé un endroit, un élément, un trou. Donc on est descendu avec une échelle en se demandant ce que c'était, et après on a retrouvé à l'extérieur aussi, en faisant d'autres passages, un ancien fronton. Et c'est là où on a compris qu'il y avait probablement quelque chose. Mais quoi? Et à force de chercher, on a trouvé que c'était un escalier. Et on a retrouvé au niveau des archives le dessin d'origine de l'escalier. Il y avait des gravures aussi anciennes. Et donc ça a été accepté par la commission supérieure à Paris, parce que c'est quand même exceptionnel au XXIe siècle d'accepter une reconstruction. Parce qu'en général, la restauration, la charte de Venise, on s'arrête là où commence l'hypothèse. Donc on est vraiment dans une restauration en parcimonie. Tandis que là, la commission supérieure a dit OK, mais OK pour reconstruire la tour qui manquait, OK pour reconstruire l'aile et OK pour remonter l'escalier. Donc ça a été un travail sur à peu près par phase de 2 ans sur chaque passade. Ça a été encore 6 ans de travaux ici. À la Révolution, il avait pris feu, il avait été abîmé. Quelques années après, au XIXe siècle, ils ont décidé de le mettre en sécurité. Donc je pense qu'ils ont fini de l'ébouler, de le casser et de le remplir à l'intérieur. C'est pour ça que, quelque part, ça nous a permis de trouver ces pierres. Et puis ça a servi aussi de carrière aux alentours. Alors comme chaque année, monsieur et madame Arlin font venir tous les gens du village pour leur faire voir les travaux, on a demandé aux gens à droite à gauche où était l'ancienne carrière. Donc on a retrouvé la carrière d'origine, on a commencé à la carrière d'origine. Après on a dû prendre d'autres pierres, puisque la carrière d'origine, on avait des pierres gélives sur certains endroits, sur certains bancs. On n'avait pas les longueurs voulues aussi. Donc on a pris une pierre similaire à celle d'origine. Mais l'anastylose a été intéressante d'utiliser les éléments ruinés
qu'on doit remettre dans l'architecture, tous ces fragments qui ont été remis, ce qui a été intéressant, c'est qu'avec l'appareilleur, on les a scannés, ils ont tous été scannés un par un, et on a pu les inciser, les inclure dans les éléments d'origine. Donc mon rôle, c'est d'après les fragments qui ont été retrouvés, j'ai récupéré les morceaux. Je savais où ils avaient été trouvés. Et après, moi, je les ai replacés dans la façade, quoi. Dans la façade et dans l'escalier. Suivant les morceaux, on a émis des hypothèses où ils pouvaient aller à plusieurs niveaux. En sachant que dans la Renaissance, surtout à Bournazel, il y a toujours les ordres, c'est chronologique. Les ordres, ils sont toujours placés dans le bon ordre, quoi. Dorique, ionique, corinthien. Donc on savait à peu près déjà où ils allaient au niveau de la hauteur. Voilà, là on voit le morceau, là, ici, avec un bandeau là, qui vient taper dedans. Donc on savait qu'effectivement, il y avait une fenêtre qui était coupée par un bandeau, quelque part. Voilà. On a réussi à... toutes les moulures, quoi. Toutes les moulures, on les a retrouvées parce que, moi je les ai redessinées dans des choses qu'on a retrouvées, quoi. Donc on n'a pas inventé grand-chose. Voilà. C'est ce qui est fabuleux, c'est que grâce à tous ces éléments, on en a trouvé quand même 600. Sur les 600, on en a mis 120. On n'a rien réinterprété, rien n'est inventé. On a simplement suivi ce gros puzzle, ce mode d'emploi, avec ces 600 morceaux qu'on a retrouvés, qu'on a reposés. Alors, cette porte qu'on a trouvée, c'était la porte qui allait au jardin. Et c'est peut-être à cause d'elle ou grâce à elle si on a pu restaurer tout cet ensemble, c'est à savoir la tour, la partie d'angle et tout l'escalier. Parce que là, on était certain, quand on a trouvé cette porte, que c'était la porte qui montait à l'escalier et qui allait au jardin. Et cette porte, on l'a restaurée. Alors là, on n'a pas eu besoin de faire d'anastylose parce qu'elle était enterrée. Elle était sous 7-8 mètres de pierre, donc on l'a retrouvée. Mais on l'a retrouvée tellement en mauvais état parce qu'elle était effectivement dans l'humidité, sous la terre, etc. Mais on a pu garder beaucoup d'éléments d'origine. Là, on a restauré la colonne qui est ici, qu'on a stuquée et restaurée. On a refait cet élément, on a refait ces chapiteaux avec les modèles anciens qu'on avait. L'anastylose, là, nous fait permettre de garder les vestiges anciens. Vous voyez, là, on a refait cette console. Là, on a gardé celle-ci parce qu'on a encore le vestige, on a encore une lecture. Le lion, c'est pareil. Ce lion, on a encore la boucle. Celle-ci, on voit les choses. Celle-ci, on les a refait. Donc, on a refait ces deux lions et on a les autres en vestige. Ce qu'il faut remarquer aussi sur cette porte, c'est que c'est une sculpture, c'est une taille très, très fine. Quand on voit des grains comme ça, des petits filets qui font 2 ou 3 mm, c'est très rare. On a quand même quelque chose qui est très important, une modénature, une architecture qui est très grande, qui est parlante, et puis on a des petits détails, on est sur des choses de 2 mm. C'est exceptionnel, même dans la modénature, quand on voit ces éléments-là, c'est quand même très rare. Et puis une finesse, parce que, vous voyez, tout est posé au millimètre, on a 1 mm de joint à chaque fois. À l'époque, on avait une connaissance de l'architecture, de la taille de la sculpture. C'était ces écoles françaises de sculpture qui se déplaçaient ou italiennes, mais on avait des ateliers qui étaient très très compétents. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit les enduits d'origine. Donc, c'est des polissures de chaux. C'est quelque chose qui est ferré, qui est serré à la fin, parce qu'on a le corps d'enduit. Donc, le corps d'enduit, c'est un gobetit, un enduit à la chaux qui est jeté. Et puis, on finissait avec une polissure de chaux. Cette polissure, c'est vraiment ferré, même presque ciré. On arrive à avoir quelque chose de très fin qu'on va reproduire. On ne va pas garder, bien sûr, ce côté écorché comme ça. Et on va venir sur la pierre. Vous voyez, autrefois, c'était même les enduits d'origine, les badigeons arrivaient sur la pierre. C'est-à-dire que la pierre ne restait pas nue. Elle était aussi avec un badigeon de chaux qui venait la recouvrir, comme on a les vestiges ici. Vous voyez, là, on a des pierres d'origine, ces deux-là. Là, on a des pierres neuves ici. Celles-ci seront badigeonnées pour venir les accompagner en transparence. Donc, on a un voile en transparence, une douceur qui fait ressortir après toute la modénature et toute l'architecture en montant, ce qu'on va aller voir plus haut.
pour faire cette frise, on est parti du morceau ancien qui existait, c'était celui-ci. Donc l'anastylose qu'on a retrouvé, donc on a retrouvé cet élément ancien, on a complété avec ce morceau en recherche, donc on a continué la nervure de ce végétal et après on l'a enchaîné. Donc on a quelque chose qui tourne, qui chante et donc on a toute la frise qui est partie ici. Ce feuillage tourne, il est vivant, on est là, c'est ample, c'est des entrelacs, on a même les petites gousses qui sont dedans, tout est en détail et tout est ripé aussi. C'est-à-dire que la ripe, c'est un outil qu'on a refait nous-mêmes avec des petites dents et ça c'est quelques millimètres, ben, ça donne la lumière, c'est ce qui est important. Et tout est ripé pour que c'est plus de dynamisme, que ça prenne la lumière et ça vibre davantage. Vous voyez, tous ces petits éléments qui sont ripés, même... Alors là, c'est ripé un peu plus dans le désordre parce que c'est de la sculpture, donc ça chante, ça vibre. Et puis là, c'est ordonné, c'est ripé, on est droit. Vous voyez, tous ces coups de rip, c'est un par un avec une ripe qui fait 1 cm de large ou 2. Et c'est des éléments qui sont donnés de haut en bas. Fait 600 mètres cubes de pierre taillée, dont 300 sur l'escalier, mais il y a aussi 300 ailleurs sur toutes les restaurations. Donc il y a 600 mètres cubes de pierre taillée sculptée et il y a 1500 mètres cubes de maçonnerie. Donc c'est à peu près entre 20 et 25 ouvriers en permanence sur ce chantier, dont à peu près 15 tailleurs de pierre sculpteurs et les maçons sur place. Et un appareilleur à temps complet, et entre Quentin Muller, le conducteur de travaux, et moi-même, à suivre ce chantier exceptionnel. Passionné du 18e, et puis bien, après cette restauration, on m'a demandé au château de Bournazel à continuer entre le 18e qui a été remonté en partie et la Renaissance. Donc voilà ce qui nous amène ici. Alors j'interviens à Bournazel pour tout ce qui est plancher, boiserie et le mobilier ensuite. Voilà. Ils sont arrivés dans cet état-là, c'est des planchers 18e. Vous voyez, là, c'est ceux qui sont dans le meilleur état. Hein. Voyez ceux-ci. Hein. Ils sont totalement 18e, qui ont été restaurés plus ou moins bien ou différemment. Toutes restaurations qui ont été faites sur les planchers sont refaites avec les bois de la même époque. C'est pour ça que quelquefois, on ne trouve pas forcément le même fil, mais ce sont des bois 18e. Ça, c'est important. Il n'y a aucun morceau neuf qui est remis dessus. Un morceau neuf avec une patine peut s'intégrer sur le moment, mais quelques années après, c'est impossible. Ça vous fait mal à l'œil. Donc toujours le même bois ancien. Donc il faut des stocks de bois, il faut chercher, il faut quelquefois on a le fil qui danse un peu, mais c'est le meilleur compromis. Alors ici, vous voyez, ce morceau, il est piqué. C'est un morceau qui est vraiment en très mauvais état. Donc, soit l'âme du dessous est encore solide, donc je vais rajouter une plaquette dessus, ancienne, de la même époque, parce que là, c'est trop esquinté, c'est vraiment trop fatigué. On les nettoie entièrement avec c'est de l'acide oxalique, c'est la partie un petit peu qu'il faut faire surtout attention, et puis on neutralise ensuite avec des eaux à pH 7, vraiment régulières, et ça ne travaille plus après. Je disais, le parquet n'est jamais
poncer ou raboter du tout. Les traces, on les laisse, on le nettoie, il est mis propre, mais sans outils mécaniques dessus. Hein. Et c'est pour ça que les traces restent, c'est la vie, ce sont les rides en fait. Hein. Et ensuite, c'est ciré. Alors pour travailler toutes ces agencements intérieurs, surtout ne rien inventer. Donc M. et Mme Marlin, M. Winchet ont décidé de vraiment faire la partie, de le mettre en partie 18e parce qu'ils possédaient déjà à ce moment des éléments 18e. C'est pour ça qu'on a des proportions qui sont très 18e. Chaque ouverture, ça correspondait. J'ai monté ça en maquette parce que dans le projet avec on n'arrivait pas à trouver, à imaginer. Donc je leur ai dit, écoutez, on va monter une maquette et vous allez voir, ça va parler. Et de là, avec quelques petites différences, il a fallu modifier des petites grandeurs, mais on a avancé beaucoup plus vite dans le 18e. Et ça a été la clé, ça, en fait. Pour ce projet, je me suis fait quand même beaucoup aider avec M. Arlin, avec une revue qui s'appelle Versalia. Je ne voulais surtout pas inventer, et M. et Mme Arlin possèdent vraiment une superbe collection, et quand ils m'ont prêté cette revue au départ, je me suis dit, mais c'est la Bible du 18e. Je m'inspire, mais constamment, je les ouvre, on regarde, c'est tous les relevés de Versailles, tous les relevés, rien n'est inventé, on relève les modifications, aussi bien en mobilier qu'en boiserie. Même si c'est pas parallèle, au moins en fait. Un chantier comme le château de Bournazel, c'est un chantier plus qu'exceptionnel. C'est la réalisation d'une charpente en respectant les traditions, en respectant le savoir-faire du charpentier. Donc oui, c'est vraiment exceptionnel. J'ai été apprenti chez les Compagnons. J'étais apprenti couvreur et apprenti charpentier. J'ai fait les deux apprentissages, donc CAP couvreur, CAP charpentier. Je suis né dans le bois avec mon père, donc je suis né dans les copeaux, donc je suis resté dans les copeaux. Alors, avant la conception chantier, il y a eu énormément de discussions sur le style de charpente, s'il fallait qu'on respecte vraiment le style de charpente 16e, comme le château, s'il fallait qu'on fasse plus à l'économie, plus traditionnel, on va dire. Et donc on est vraiment reparti sur ce qui était fait à l'époque, la même charpente qui était faite à l'époque. Et à partir de ça, à partir des plans de maçonnerie, des plans qui existaient, qu'on a réussi à récupérer sur certains documents, j'ai refait toute la conception de la charpente.
tout est taillé à la main, aucune machine numérique, que du taillage à l'aide de circulaires et de ciseaux à bois. Assemblage à l'atelier. La mise en danse, ça sert à... On assemble les charpentes avant de les monter sur place pour vérifier si tout va bien, si les assemblages collent bien, si tout rentre et s'il n'y a pas de défaut de taillage avant d'arriver sur le chantier. Ça représente en temps de travail 3 mois complets, 7 jours sur 7, à une personne. Et la dernière phase, le levage sur place. Au niveau du levage, ça a été une semaine d'assemblage au sol. Est déjà pré-percé en atelier. Par contre, on cheville tout sur place. Tout est chevillé par terre avant le levage et on lève une fois tout est chevillé. On a levé l'ensemble des fermes en 2 jours. J'ai toujours un chantier exceptionnel pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est un bâtiment et un monument extraordinaire, qui a eu une commission supérieure qui a compris ce que pouvait devenir ce monument qui était dans un relativement mauvais état et comment on pouvait le faire revivre, c'est-à-dire en partie le reconstruire, puisqu'il a été en partie reconstruit. Aussi la chance d'avoir des propriétaires du château
qui sont tombés amoureux de leur château et qui ont permis de faire tout ce qu'on a pu faire. Et puis aussi, bien sûr, avoir des artisans tout à fait passionnés par ce qu'ils ont fait, très compétents. Et donc ça, c'est une chose pour un architecte qui est extraordinaire. Ce qu'on voudrait faire, c'est continuer cette vision des choses, vision de l'architecture ancienne, en restaurant les 2-3 tours médiévales qui sont derrière moi et qui restent à faire.